Bonjour à tous, bonjour aux participants, bonjour aux panélistes. Je m'appelle John Jones à l'ITIE. C'est un panel très intéressant. Nous allons parler de transparence, bonne gouvernance et émergence du secteur des énergies renouvelables. Nous avons la possibilité de voir quelles sont les entraves et les solutions peut-être à ces entraves qui existent à la bonne gouvernance dans le domaine des renouvelables et le rôle que pourrait jouer l'ITIE pour promouvoir la transparence dans le secteur des renouvelables. C'est un domaine qui est intéressant à étudier. Alors pour les participants, je vous rappelle que c'est un webinaire qui est enregistré, donc vous n'avez pas la possibilité d'intervenir oralement, mais il y a une possibilité de poser des questions par le chat et il y aura une séance de questions-réponses à la fin de ce séminaire. Nous avons interprétation en français et en espagnol. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons plus de 200 participants enregistrés pour ce séminaire et qui viennent de 50 pays. C'est donc une participation extrêmement large et diverse. Je vais donner maintenant la parole à Maya Devibé, qui sera l'animatrice de notre réunion aujourd'hui. Merci, John. Mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir de me trouver parmi vous aujourd'hui avec des experts autour de cette table ronde. Et je voudrais dire quelques mots de présentation pour parler de la pertinence de ce thème pour nous tous et pour moi personnellement. Et il y a peu de temps, je me trouvais sur la côte ouest de Norvège et j'ai vu d'énormes turbines qui étaient installées. J'étais très enthousiasmé de voir ces grandes tours et cela me faisait penser au fait que la transition énergétique, c'est la possibilité de résoudre le problème du climat. Mais il y a donc une réorientation des grands flux financiers, mais nous savons que cela entraîne des problèmes de gouvernance et c'est un problème qui est survenu dans l'histoire à chaque fois qu'il y a eu de grandes réorientations des flux financiers. Et donc, il y a des illustrations tout à fait remarquables de cela dans l'histoire. Il y a en 2013 ces sites d'éoliennes en Sicile qui avaient été l'objet aussi de grandes malversations. Ça a été le cas en Allemagne aussi, avec un grand nombre de investissements considérables qui sont trouvés l'objet d'escroquerie et cela n'a été découvert que trop tard. Enfin, on a compris que c'est un projet qui était complètement fictif. Et nous savons que ce sont peut-être des cas uniques, ça n'est pas un problème systémique, mais je travaille ici à Statkraft, qui est la grande entreprise de production énergétique en Norvège, et nous avons commencé à travailler il y a 113 ans, et nous nous sommes déjà, dès le début, posé cette question de la bonne gestion des choses, la bonne organisation. Or, il y a des cas où on acquiert des entreprises, on lance des projets et on voit les faiblesses de la gouvernance, les faiblesses de la redevabilité, les possibilités de la corruption et il y a parfois des systèmes complexes qui permettent de
faire de l'évasion fiscale, et cela entrave une transition équitable qui est notre objectif à tous. Nous savons que ces entraves surviennent et mettent en lumière des problèmes plus larges de gouvernance. Et nous allons les évoquer aujourd'hui avec les participants à la table ronde. En fait, c'est un effort qui doit être collectif. Voilà pourquoi il est important que les gouvernements, les entreprises et la société civile se joignent. Et voilà pourquoi j'ai réuni ici des participants qui vont nous expliquer les choses. Et alors, nous avons Phil Blumer pour la société civile. Il y a Jency Terpo, il y a Kate Wallace qui est à SSE Renouvelable. Je vais vous donner la parole, Phil Blumer. Vous avez étudié les problèmes de l'entreprise vis-à-vis des droits humains. Et pour les renouvelables, quels obstacles vous paraissent les plus importants? Comme nous le savons tous, nous sommes au bord d'un précipice lorsque nous voyons l'urgence climatique. Et le GIEC a été tout à fait clair. Notre meilleure chance, c'est de renforcer la production des énergies renouvelables. Mais cela va nécessiter des investissements considérables dans les énergies renouvelables. Cela implique aussi des modifications dans l'industrie minière. C'est le cobalt, le zinc, le lithium qui vont être des minerais critiques. Il y a, à notre avis, une transition ne sera possible que si elle est équitable. Il faut qu'il y ait une notion de prospérité partagée, d'une sécurité qui sera la sécurité de tous. On a trop tardé, en particulier dans les régions, dans les pays où la gouvernance est plus faible. Et il y a des blocages, des protestations, et qui affectent aussi bien les énergies renouvelables que les activités minières pour les minerais critiques. Et on a le sentiment qu'il n'y a pas de partage de la prospérité, qu'il n'y a pas d'équité. Et nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons pas nous permettre qu'il y ait les mêmes difficultés que nous avons connues dans le développement des énergies fossiles. Et trop souvent, les violations des droits de l'homme ont accompagné les développements industriels, et ça a été mis en prison de défenseurs des droits de l'homme. Il y a aussi des allégations de comportements illicites de la part des défenseurs des droits de l'homme ou des défenseurs de l'environnement. Il y a 370 allégations de malversation qui affectent l'hydroénergie et hydroélectrique. Et il y a aussi des cas qui affectent l'énergie solaire. Et quand on fait une analyse, on voit que aucune des entreprises qui lançaient des développements dans le domaine des renouvelables n'avait pris en compte les droits fonciers des populations locales. Nous sommes optimistes. Nous voyons que les affaires évoluent dans le bon sens, mais
le problème de la transparence, vous avez parlé de la corruption, mais la relation étroite qui doit exister entre le développement d'une activité et l'accord de la population locale, c'est essentiel. Vous avez souligné un grand nombre de défis à relever. Quel serait le rôle des différents acteurs qui pourraient se mettre ensemble pour résoudre ces problèmes? Il peut y avoir des conflits entre les parties prenantes, mais quelle serait la possibilité de collaborer entre eux? Ce qui est fondamental pour les solutions qui nous apparaissent, et nous les connaissons, les entreprises du renouvelable sont aussi à la pointe du progrès dans les industries minières. Et nous pensons que ces solutions pourront être trouvées. Il y a de bons exemples, mais il faudra les généraliser dans tout le secteur. Il y a encore trop de projets de développement des renouvelables où nous recevons un trop grand nombre de plaintes sur des champs d'éoliennes avec des lignes électriques de transport qui vont traverser le territoire des Turkana, des Maasai, des populations, et c'est loin des endroits où les installations sont faites, mais elles portent atteinte aux droits des populations, surtout lorsque là, cela est fait sur une très très grande échelle. Et donc il y a une possibilité à exploiter, une occasion à saisir. Il faut prendre contact avec les populations locales qui sont des parties prenantes de premier ordre. Et c'est le cas en particulier des activités minières. Et là, il y a de nouveaux modèles qui fonctionnent et il faut prendre en compte cette nouvelle forme de propriété. Et il faut qu'il y ait une appropriation des projets par les populations locales. Et donc, les entreprises du renouvelable développent des modèles de copropriété en voyant avec les populations une possibilité de copropriété et de coexploitation de ces territoires. Et cela va avec l'autodétermination. Et il y aura aussi des flux financiers qui permettront d'alimenter ces populations. Il y a une question d'éducation. Nous savons qu'il y a cette malédiction des ressources, mais il faut que l'on soit préparé aux avantages de même qu'aux inconvénients de ces nouveaux projets. Il faut être préparé à envisager des risques. Il ne faut pas non plus que ces populations se voient victimes de discrimination. Donc les modèles qui surviennent au Canada, en Nouvelle-Zélande, mais aussi au Kenya même. Au Kenya, on voit qu'il y a une possibilité de surmonter ces protestations des populations. Le Kenya reçoit une part importante de son énergie grâce aux renouvelables. Au Canada, il y a des solutions novatrices. Il faut prendre le temps de mettre sur pied ces schémas. Il faut que les entreprises, les ayants droit et les gouvernements puissent échanger et interagir de manière démocratique, de façon à ce qu'il y ait des signaux de marché qui vont dans le sens d'une prospérité partagée.
l'Union européenne voit aussi ces expériences reproduites dans d'autres régions. Il est important d'obtenir un accord préalable éclairé. Je vous remercie. C'est bien sûr matière à réflexion. Je sais que Kate, vous êtes préoccupé de ces questions. Vous travaillez pour une entreprise qui se préoccupe de cette notion de transition équitable. C'est SSE renouvelable. Donc, parlez-nous de votre entreprise et de ses ambitions. Quel serait le rôle que pourrait jouer SSE renouvelable? Je vous remercie, Maya. Je suis heureuse de vous saluer à tous. Je suis Kate Lockhart. Je travaille pour SSE renouvelable. Nous avons une activité dans le domaine des renouvelables dans notre territoire, mais nous avons l'intention de multiplier par 5 notre activité, non seulement dans notre pays, en Irlande, mais aussi dans les autres pays du monde. Comme l'a dit Phil, il est important que nous ayons cette notion de justice et d'équité. En fait, on pourrait être tenté que le domaine des renouvelables est bien développé, il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont clairement définies, mais en fait, nous sommes à un stade encore très balbutiant. Nous en sommes à nos débuts. Et donc, il faut pouvoir réfléchir à la manière dont nous voulons construire notre secteur et ne pas reproduire les erreurs qui ont été commises par le passé, par exemple par l'industrie minière et par d'autres. Il y a aussi le caractère de transparence qui est essentiel. Ça touche à la gouvernance et nous savons que c'est un très grand changement qui va être mis en place. Et donc, ce qui compte, c'est que nous avons des fournisseurs et il faut que ces fournisseurs s'assurent d'une fourniture responsable, une responsabilisation des acquis. En particulier pour ce qui touche le cuivre, par exemple. Quelles sont les industries qui fournissent ce cuivre? Quelles sont les conditions de travail des travailleurs qui vont extraire ce cuivre? Donc, c'est un gros travail que nous devons faire. Et pour le développement des renouvelables, j'ai précisément demandé à mes équipes de voir toute une analyse de l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement pour la responsabilisation de nos fournitures. Et il faut donc interagir avec les gouvernements et avec d'autres entités. Et l'ITIE nous a certainement donné de bonnes indications sur la manière de standardiser ce type d'analyse. Donc, SSE est axé sur la transition équitable et pour nous, c'est déjà un objectif qui a été fixé il y a 3 ans et nous savons que c'est peu de choses, mais c'est peut-être plus longtemps que d'autres. En fait, nous avons mis en place 20 principes sur l'exercice de notre activité.
Donc, SSE, c'est un très grand acteur des renouvelables. Nous avons commencé euh, en 2020 peut-être, mais 10 ans plus tôt, nous étions seulement dans le pétrole, le gaz, et nous ne nous préoccupions pas de renouvelables. Mais maintenant, nous voyons que les choses vont très très vite et il faut savoir quelle transformation va affecter la vie des gens, des travailleurs. Il ne faut pas qu'il y ait une discrimination, une situation inéquitable. Alors cette transition, il faut que nous ayons une participation et un échange avec les syndicats, avec les travailleurs, et c'est la dernière remarque que je voulais faire. Le secteur privé peut faire beaucoup. Nous sommes redevables, nous devons rendre des comptes dans cette chaîne et il est important que les travailleurs puissent avoir une rémunération juste, mais nous ne sommes pas seuls. Il est important que nous agissions dans un cadre qui nous sera fourni par les États. Je vous remercie. Donc, une toute petite question pour suivre sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Les acteurs les plus responsables, étant donné le caractère de maturité encore très faible du secteur dans son ensemble, il y a peut-être des pratiques irresponsables qu'il est important d'éliminer. Il faut que les gouvernements établissent des conditions, des règles du jeu qui soient équitables pour tous les acteurs et pour que l'on puisse amener les acteurs à rendre des comptes dans les mêmes conditions. Les entreprises responsables, les investisseurs reconnaissent la valeur d'une activité durable. Elle a un impact. Mais il y a aussi des considérations commerciales qu'il faut être capable de voir. Il y a aussi cette pression sur les prix. Il faut faire en sorte de faire baisser les prix. Mais est-ce que cela signifie que l'on doit sacrifier les salaires, les conditions de travail, les conditions de survie de l'environnement? Il y a des arbitrages à exercer. Donc il est important que le gouvernement établisse des garde-fous environnementaux, sociaux, de façon à ce que les entreprises puissent créer des projets qui soient responsables. Il ne va pas s'agir simplement de poursuivre les mauvaises pratiques, mais il faut encourager les bonnes pratiques. Nous avons été l'entreprise qui a payé ses impôts en temps utile et en montant juste. Et il est important que les entreprises ne cherchent pas à jouer à éviter les impôts, ne cherchent pas des paradis fiscaux pour développer leurs activités. Une question à Chelsea. Il est important pour la transparence qu'il y ait un cadre juste établi par les États et cela permettra de générer tous les bénéfices. Et c'est le cas pour l'Albanie, votre pays. Je sais que vous avez en Albanie un grand nombre de projets de développement de
euh, électricité, Thank you, hydro. Maya. euh, Uh, I would like to make a short presentation on the Merci overview of Maya. Albanian Je vais energy faire sector un and including petit the rappel du priorities secteur planned for the future. de l'énergie en Similarly, Albanie, et en particulier Albania pour is les affected renouvelables. in the difference with the other countries, with the À other la ITE différence d'autres countries. We have pays included de also l'ITE, hydropower sector in nous avons un the island, secteur de which is new based on the fact that l'hydroélectricité qui a été incluse there dans is notre shortage travail of the hydropower vis-à-vis de currently. l'ITIE. En fait, depuis So longtemps, this is also notre one of the hard secteur conditions énergétique est in the energy fondé transition and sur the une main forte part challenges of the country. d'hydroélectricité. Use of such sources for energy Et production represent ces one of the ressources, objectives for the implementation of three objectives of energy c'est, policies in our country. And these three objectives are the support nous avons of trois objectifs. economic development, Donc, increase for the soutien au développement supply, économique général, and the other thing is the assurance development des fournitures the d'énergie renewable et energy is aussi protection de l'environnement. of this strategic dependence on the imports and the improvement not Il only s'agit for the security of energy supply de but also voir for the growth of the l'importation, economy mais and aussi the political l'amélioration security of the country. de la sécurité politique du Albanian pays. government through years had considered to increase the profits of the country Nous avons cherché from à the augmenter energy les potential profits de through notre a pays process of liberalization grâce à and also l'hydroélectricité the par une government intervention libéralisation des concessions in vis-à-vis des 2016. investisseurs The privés. National Agency Donc of en Energy 2016, Albania notre has Agence launched nationale a des process of ressources 451 a remote lancé hydropower centers. This is 451 a process of projets giving license to commercialization under hydroélectriques en faisant des concessions. Nous 245 avons eu concessions. 245 concessions qui ont We estimate été that for that year, créées. 33% of these hydropower 33% de units have begin producing ces centrales ont commencé à Albania has produire. been focused on the diversification of its Nous avons supply cherché à and the promotion of diversifier other renewable energy cette sources like biogas, solar ressource et nous avons cherché and aussi wind à energy. développer Based on our la report, biomasse, we have l'énergie solaire et located l'énergie in the éolienne. middle of Balkans and we are Nous close to sommes the Mediterranean. dans les Balkans, We have près de la a Méditerranée, good situation et with donc nous avons sunny une days très and bonne Albania has situation les almost jours 300 ensoleillés. sunny days Nous avons à peu près the quelques possibility of 300 jours d'ensoleillement, ce using the qui donne sun la energy for possibilité d'utiliser l'énergie having more solaire afin sources of de avoir davantage, electricity for our country. afin de produire davantage d'énergie pour notre pays. The power system is Alors, le in our country système is based on dans notre hydropower. pays est basé sur Albania has l'hydroélectricité. considerable L'Albanie potential, a un grand but potentiel en 35% hydroélectricité. of that potential is Seulement utilized. 35% de ce But potentiel est the utilisé fact that we are actuellement. dependent on Mais le fait que nous hydropower sommes dépendants de also means that l'hydroélectricité the signifie renewable également generation is que very la sensitive génération for des the climate renouvelables situation. est un sujet Because we have sensible this kind of à cause de la situation uh, climatique et à cause de besides cette of dépendance. renewable fuel, there are Comme cela a déjà été dit, uh, potentials like solar, il like y a wind, d'autres potentiels, which can l'énergie solaire, l'énergie produce éolienne, les sources géothermiques qui peuvent être utilisées à l'avenir energy par l'Albanie pour in produire davantage like d'énergie et être moins dépendant. countries from Comme vous le savez, la plus grande partie Ukraine du because of pays, à cause de la guerre en Ukraine, gas or any other products. dépend But du Albania has gaz not this et kind of autres. problem because we are Mais l'Albanie n'a pas ce type de problème, alors que d'autres pays l'ont. give to us Et cela signifie que possibility nous avons la only possibilité to de create more other possibilities for créer having davantage de possibilités à l'avenir let's say a sustainable climate et regarding the de natural resources. protéger l'environnement en matière de ressources As already renouvelables. Comme je l'ai déjà dit, ATI Albania l'ITIE benchmarked Albanie, hydropower is our main source of energy can précisément parce que produce l'hydroélectricité est notre 570 principale source d'énergie, peut inclure ceci dans le rapport.
Et à l'avenir, nous projetons d'inclure également d'autres types d'énergie renouvelable dans notre rapport. Dans notre rapport de transparence, depuis 2013 jusqu'à maintenant, a un chapitre particulier sur l'hydroélectricité. Nous avons sélectionné 17 entreprises hydroélectriques qui inclut également la corporation albanaise, qui représente 90% de la production d'énergie dans le pays. Et toutes les sociétés se sont mises d'accord pour publier les données dans notre rapport. Ces entreprises sont vraiment redevables, assument leurs responsabilités, et ceci est précisé dans le rapport ITIE. Ce rapport, comme vous le savez, est publié annuellement. D'autres institutions gouvernementales aident à rendre le secteur responsable, à le tenir responsable. Et un travail important est fait donc dans le domaine de la transparence et des politiques. Et il y a maintenant aussi l'harmonisation du cadre juridique dans le secteur énergétique, un alignement avec la directive européenne. Il y a la promotion de l'énergie, l'utilisation de sources renouvelables. Par ailleurs, notre gouvernement a pour objectif de garantir les investissements partenaires publics-privés. Le ministère qui est chargé de ceci est le ministère des Infrastructures et de l'Énergie, et il est responsable des politiques publiques et de la mise en œuvre donc de la production dans le secteur hydroélectrique. La mission de notre ministère consiste à promouvoir un développement économique durable en offrant des garanties au secteur privé et public. Et donc ce secteur est attractif. Le gouvernement travaille sur l'harmonisation dans le domaine de l'efficacité énergétique. Nous avons également une nouvelle loi qui transpose la direction 2009, pardon, la directive 2009. Et donc, sur la base de contrats et par rapport au prix du marché. Il y a également un chapitre sur la production de 2 mégawatts de renouvelables et panneaux photovoltaïques jusqu'à 500 kilowatts. Donc, je peux dire que notre gouvernement fait un excellent travail dans cette situation dans laquelle le monde entier se trouve en ce moment. Nous essayons de garantir des possibilités pour les investisseurs qui viennent de l'étranger afin qu'ils puissent investir dans le secteur renouvelable. Comme je vous l'ai déjà dit dans notre rapport ITIE, à l'avenir, nous allons inclure de plus en plus de sociétés qui travaillent dans le domaine des énergies renouvelables et qui peuvent produire de l'énergie en Albanie. Et comme je l'ai dit également, ces sociétés sont très responsables et elles acceptent la façon dont fonctionne l'ITIE, dont l'ITIE présente les données au public. Merci beaucoup, Jency. Votre présentation est très utile sur l'Albanie. J'aimerais vous poser une question très brève et ensuite nous donnerons la parole à Pamela. Pensez-vous que c'est important pour le niveau de soutien de la part du public? Pensez-vous que ce projet est important et qu'il y a un niveau élevé de transparence sur la provenance des ressources? Alors, je pense que l'ITIE actuellement a incorporé pour l'année prochaine certains projets qui vont permettre d'élever le niveau de transparence et donnera davantage de possibilités au public d'être davantage en contact avec le projet, avec les projets du gouvernement. Un des projets que nous avons, par exemple, consiste à mener
une étude en 2023 sur sur la situation des investissements qui rentrent dans nos pays. Quelles sont les bonnes choses et les mauvaises choses dans notre législation à ce sujet. Et ainsi donc, on peut créer la possibilité de modifier, de changer la législation pour les investisseurs qui veulent venir dans notre pays et investir dans le secteur. Je suis sûre que nous arriverons à avoir de nouveaux projets dans le domaine de la transparence pour avoir donner une meilleure garantie aux investisseurs et donner des informations en pleine transparence. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation, Jency. J'aimerais maintenant me tourner vers vous, Pamela, pour que vous nous parliez de la situation dans votre pays. Vous avez bien entendu beaucoup d'activités minières en Argentine et les activités minières fournissent enfin, sont utiles pour les projets renouvelables. Pouvez-vous nous dire un petit peu comment vous avez travaillé dans le cadre de l'ITIE pour travailler, pour influencer le gouvernement dans le secteur minier et selon votre contexte, bien entendu? Merci, Maya. Alors, je m'adresse à vous en espagnol, donc mettez-vous les écouteurs. Alors, la question est très importante parce que tout d'abord, nous devons savoir que l'Argentine est un pays fédéral, ce qui veut dire que l'Argentine a 23 provinces et la ville autonome de Buenos Aires. Ceci implique en outre que les provinces possèdent les ressources naturelles, elles en ont la propriété. Et donc, le secteur minier, le secteur énergétique et tout ce qui a à voir avec nos thèmes parle de gouvernance, de transparence, de redevabilité, de droits humains. Et il faut donc tenir en compte ce contexte qui est un contexte fédéral. Ça, c'était le premier point. Le défi que nous devons relever en Argentine pour travailler dans cette dimension fédérale, eh bien, vous savez que l'Argentine, dernièrement, connaît un boom, une recrudescence des investissements qui seront nécessaires dans ce contexte de transition énergétique. Et donc, ceci génère beaucoup d'intérêt auprès des investisseurs. L'Argentine, avec le Chili et la Bolivie, constitue le triangle du lithium qui représente 5% des ressources mondiales en lithium. Et ceci, donc, est un fait important et cela situe l'Argentine comme pays minier qui peut fournir les matières premières pour la transition énergétique, les minerais dont nous avons besoin pour cela. Et le gouvernement et les gouvernements fédéraux, il y a le niveau national qui a la fonction d'articuler les politiques globales dans le secteur minier, mais ceux qui font la gestion des projets miniers sur les territoires, ce sont les provinces, les gouvernements provinciaux. Et donc, un des défis à voir avec cette articulation entre le niveau national et le niveau provincial, afin de pouvoir développer les activités minières que nous voulons, des activités responsables qui génèrent un enracinement des communautés et qui fassent partie des communautés. Ceci est un aspect clé. On en a déjà parlé. Pour nous, travailler avec les communautés, ce que l'on appelle ici le consensus social, c'est quelque chose d'absolument fondamental parce que ce ne sont pas toutes les provinces qui ont des ressources minières, mais aujourd'hui, elles ont la licence sociale, comme on l'appelle, qui leur permet de s'engager dans cette activité sur leur territoire. Ceci est un autre des points clés que nous devons mettre au point véritablement avec les provinces, cette question des licences. Et une des grandes demandes qu'il y a dans le secteur, c'est la demande de transparence et d'information, de génération de données. C'est quelque chose sur quoi nous travaillons
avec différents outils que nous possédons au gouvernement. L'ITIE est un outil clé et l'ITIE a été fondamental pour le dialogue avec le secteur privé, avec la société civile. Et maintenant, le grand défi que nous devons surmonter, c'est les négociations ou les conversations avec les provinces pour qu'elles puissent s'engager, faire partie de l'initiative. Une autre mesure que nous avons adoptée pour travailler cette question des licences et de la transparence, c'est d'organiser une table ouverte, une table ronde, des rencontres fédérales où différentes provinces se réunissent. Il y a des géologues, il y a des experts, il y a des personnes du secteur privé local et nous parlons tous ensemble, nous discutons des différentes difficultés, mais également des préoccupations de la communauté. Il est important d'aborder ces questions parce que l'Argentine n'est pas un pays minier comme peut l'être notre pays voisin, le Chili, mais nous avons quelque chose. Et donc, nous devons euh, faire ces débats autour de la table et parler des préoccupations des communautés. Parce que développer une activité minière, il faut le faire de façon responsable, mais il est absolument fondamental que les communautés fassent partie de cette évolution. L'Argentine, pour vous donner une idée, a maintenant 119 projets, non seulement liés au lithium, mais aussi à l'or, à l'argent, et donc, nous avons, avec la question de la transition énergétique, nous avons euh, de plus en plus d'investissements qui sont annoncés. Et donc, il y a une grande pression à tous les niveaux. Et je conclurai sur la réflexion suivante. L'autre défi très important, bon, il y a la question de la transparence, la question des licences sociales, et l'autre grand défi, c'est le renforcement des capacités de l'État qui nous permettra de nous engager dans cette activité minière que nous appelons de nos voeux. Dans l'État, dans les provinces, il doit y avoir des processus d'apprentissage. Et ceci requiert un temps différent de celui des investissements, de la construction et de la production, de l'exécution des projets. Et on voit donc ce besoin de renforcer les capacités de l'État lorsque dans un contexte comme celui que nous avons en Argentine, un contexte macroéconomique difficile, il y a une grande nécessité d'investissement, un besoin de devises dont nous avons besoin pour stabiliser la situation macroéconomique du pays. Je dis ceci parce que ça va certainement déclencher des questions. Merci beaucoup, Pamela. Présentation très utile. Une brève question. Vous avez parlé à la fin de la capacité, du renforcement de capacité, des connaissances qu'il faut avoir au gouvernement également pour faire un suivi du secteur minier, du développement du secteur minier. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur comment vous assurer que les sociétés responsables sont récompensées pour leurs bonnes pratiques et que vous avez en place des mesures qui permettent de limiter les pratiques irresponsables? Et ainsi, vous avez un bon point de départ, disons, pour les sociétés qui veulent agir de façon responsable. Merci. Alors, ceci est extrêmement important. Comment travailler? Comment avoir une articulation avec le secteur privé? L'Argentine, dans sa courte tradition d'activité minière, eh bien, a des projets qui sont mis en place, qui sont développés par de grandes entreprises. Ici, c'est une activité minière à grande échelle. Nous n'avons pas d'activité minière artisanale ici. Et ceci fait en sorte que nous pouvons plus facilement travailler avec le secteur privé, pas seulement avec les entreprises, mais avec les chambres, les syndicats, tous les acteurs qui font partie de ce tissu d'activité minière. Nous avons des standards, des normes, des bonnes pratiques. Et donc,
les entreprises arrivent déjà avec une bonne culture liée à la transparence et cela aide beaucoup l'Argentine à avoir une base de normes et de bonnes pratiques solides. Une base solide. Bien entendu, il nous faut continuer à travailler là-dessus parce que par le passé, nous avons commis des erreurs que nous devons corriger maintenant. Et, et donc, je redis ce défi. Le rôle des provinces est absolument important pour tout ce qui a à voir avec un strict contrôle des politiques environnementales qui sont menées par les entreprises. Il est donc clair de renforcer les provinces afin de pouvoir exercer un contrôle efficace et de faire en sorte que les communautés sachent qu'il existe ce contrôle. Les provinces ont leurs propres politiques, leurs propres autorités de contrôle et nous, au niveau national, nous voulons les renforcer parce qu'elles ont besoin de ressources essentiellement. Tous les projets lorsqu'ils seront en phase de production, nécessiteront beaucoup de ressources et aussi une excellente articulation à tous les niveaux. Car ici, nous travaillons avec les autorités provinciales de l'environnement, avec le secteur minier à proprement parler et tous les organismes de contrôle et d'audit des gouvernements provinciaux. Parfois, c'est entre les mains des autorités judiciaires et nationale. Donc, c'est un grand défi. Nous savons que nous avons une base solide parce que nous avons cette culture dont j'ai parlé et nous avons des outils comme l'ITIE. Dans les 2 rapports que nous avons publiés, 100% des entreprises minières ont publié leur rapport et je pense donc qu'il y a une volonté du secteur privé de bien faire les choses. Les gouvernements provinciaux surveillent ceci de près, surveillent que les choses se fassent bien parce que c'est la seule façon de déployer cette activité que nous appelons de nos voeux. Merci beaucoup, Pamela. Merci. Cette présentation était très intéressante sur la situation dans votre pays. Rachel, je me tourne vers vous maintenant pour voir si nous avons quelques questions du public, des participants, et ensuite nous échangerons entre les différents panélistes en guise de conclusion. Je suis désolée. Merci, Maya. Alors, nous avons une question de la part d'un participant. Qu'est-ce que les sociétés et les gouvernements qui investissent dans les renouvelables peuvent faire pour promouvoir une bonne gouvernance? Il s'agit ici de la protection des communautés, entre autres. Bien, je peux peut-être me tourner vers le premier panéliste pour y répondre. Est-ce que Phil ou Kate souhaitent répondre? Nous allons commencer par vous, Phil, et ensuite Kate complétera votre réponse. It's a great question. I would just say this really, that first of all, merci pour cette question. Alors tout d'abord, je dirais que Kate, tout particulièrement, vous a bien dit que les entreprises peuvent jouer un rôle fondamental partout là où elles investissent dans le domaine des énergies renouvelables. Les modèles de diligence requise sont importants concernant cette opportunité et le besoin de parler avec les parties prenantes pour voir quels sont les besoins. Très souvent, nous avons la situation où des communautés trouvent qu'on les a éloignés de leurs terres parce que précisément la terre, c'est le gouvernement qui leur a donné les terres. Et en fin de compte, il y a beaucoup de communautés qui ne sont même pas reconnues par l'État. Et donc, c'est dans ce type de situation qu'il faut aller sur le terrain, parler avec les gens et savoir quelle est leur situation. C'est extrêmement important. Et après, bien entendu,
Il y a des défendeurs de l'environnement, des politiques précises à ce sujet. Lorsqu'il y a des préoccupations qui sont exprimées, nous savons où sont les risques, mais cette question est importante parce qu'il s'agit ici de l'importance fondamentale, pas seulement des investisseurs et des entreprises, mais également des États, des gouvernements. Voilà pourquoi la responsabilité des entreprises exerce une diligence requise. Ça change, bien entendu, le nombre de risques. Les entreprises, bien entendu, veulent toujours maximiser leur profil, leurs revenus. Et ce modèle de diligence minimisera les risques parce qu'il y aura un système de pénalité en place. Mais ce qui est important, c'est les incitations, les encouragements. C'est très important. Ainsi, les entreprises, et c'est là ce qu'a dit Pamela, c'est là que nous pouvons nous assurer qu'il y a des garanties au crédit à l'exportation, etc. et qu'il y a toutes sortes de garanties pour réaligner et les comportements des entreprises. Alors, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Phil, bien entendu, je suis tout à fait d'accord, mais je pourrais ajouter quelques éléments concernant le secteur privé. Il nous faut savoir quelles sont les communautés, des communautés, est-ce qu'elles ont des atouts et nous devons réfléchir donc qui sont les fournisseurs, là où il y a des minerais, où se pratique l'extraction. En Écosse, nous avons un exemple du gouvernement qui réfléchit à ce que signifie la transition énergétique pour l'Écosse, une transition juste qui implique le secteur privé, les syndicats, les ONG et toutes sortes de parties prenantes. Et ils sont chargés d'interroger tous ces organes pour s'assurer que nous parvenons à une situation de net zéro. Et donc, il y a une commission qui travaille sur ces recommandations, consulte des experts, surtout les personnes aussi qui sont impactées, les communautés, les travailleurs aussi. Et donc, si on pouvait faire cela dans d'autres pays également, surtout dans des endroits qui sont particulièrement impactés par les minerais importants pour les sources renouvelables, eh bien, ce serait une bonne approche. Merci beaucoup pour cela. Il a été très utile d'écouter vos vues sur cette question. Je pense que nous avons le temps de prendre une question de plus, peut-être une question qui pourrait s'adresser à Jency et à Pamela. Merci, Maya. Une autre question que nous avons concerne la corruption. Dans quelle mesure y a-t-il des risques de corruption qui apparaîtraient dans le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables et quelles vont être les implications de ceci sur une transition juste? Bien, nous allons terminer sur cette question qui est assez compliquée parce que c'est un thème complexe. Mais Pamela ou Jency, souhaitez-vous partager vos vues sur cette question? Alors, on commence avec vous, Jency, brièvement, et ensuite on donnera la parole à Pamela. Alors, je peux répondre aux deux questions parce que si on veut investir dans un pays tiers, il faut d'abord garantir le bon niveau du pays. Et pour cela, il vaut mieux choisir un pays membre de l'ITIE. Comme vous le savez, la plupart des investisseurs qui arrivent
demande effectivement si le pays est membre de l'ITIE ou non. Donc, à mon avis, si le pays fait partie de l'ITIE, eh bien, il est en mesure de garantir une plus grande transparence, une bonne information du public, des citoyens, une bonne information ou communication avec tous les investisseurs. Et cela est une garantie qui montre qu'à l'avenir, ce pays peut diminuer les risques de corruption, mieux protéger les citoyens de ce pays et leur donner davantage de possibilités de profiter de leurs sources renouvelables dans le pays. Merci beaucoup, Jency. Pamela, le mot de la fin sur cette question? Alors, ceci effectivement est un point clé. Le développement d'une activité sociale et environnementalement responsable en lien avec une activité qui respecte les normes et qui soit éthiquement responsable. Ici, il faut beaucoup travailler dans la relation secteur privé-gouvernement. Nous, dans le groupe multipartite, nous avons incorporé le bureau anticorruption et ils ont un registre et nous travaillons avec eux sur l'articulation et dans ce registre et les entreprises minières qui opèrent en Argentine. L'Argentine, par ailleurs, fait partie d'un programme ITIE de Open Ownership et nous avons tout d'abord fait un relevé des informations que possède l'État, le gouvernement national, pour savoir qui sont les bénéficiaires réels des entreprises minières. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce sujet et je pense que la seule façon de consolider une activité responsable et qui est un consensus social, eh bien, c'est de travailler beaucoup sur cette ligne-là, parce que la question se pose. Les gains produits par le secteur, les profits, qu'est-ce qu'on en fait? Où vont-ils? Donc, il est important de montrer les flux d'argent. Et au niveau national, nous voulons également montrer le secteur tout entier et ce qui s'y fait. Donc, il y a une volonté de travailler. Nous sommes fortement engagés dans ce sens avec les secteurs qui veulent investir dans notre pays. Merci, Pamela. Vous avez effectivement évoqué des thèmes importants jusqu'à la fin. Effectivement, c'était sur la liste des thèmes. Pour ceux d'entre nous qui avons beaucoup parlé avec l'ITIE ces derniers mois à ce sujet, on voit qu'il y a des points importants liés au travail historique de l'ITIE dans l'industrie de l'extraction et des activités minières. Et ceci est important aussi pour les renouvelables. Et donc, beneficial ownership, la propriété effective, est un des thèmes importants. Une question qui se pose de par sa nature. Il est impossible pour les entreprises toutes seules de résoudre cette question seules. Et il est impossible au gouvernement seul de résoudre cette question. Et il y a les propriétés occultes qui évite la fiscalité. Et donc, c'est un thème important sur lequel on peut conclure ici cette réunion. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter les différentes vues des différents panélistes dans ce débat d'aujourd'hui. Je pense que vous avez tous dépeint un tableau optimiste, mais également prudent en même temps, concernant les défis qui vont se poser à nous à l'avenir dans ce secteur. Et c'est une bonne illustration de l'intérêt collectif que nous avons tous en tant que différentes parties prenantes, car nous voulons nous assurer que ce secteur ne souffre pas des défis du passé et il est important d'essayer d'éviter cette phase négative et d'évoluer très rapidement vers des normes tout à fait positives. Merci d'avoir partagé vos points de vue. Je vous redonne la parole, Joanna, pour conclure cette réunion.
Une note excellente comme mot de la fin. Je vous remercie, Maya, d'avoir modéré cette réunion et merci aux panélistes Phil, Kate, Jancy et Pamela. Vous avez été une source d'inspiration. Quelques réflexions rapides de mon côté. Ce débat est très urgent et opportun. Deuxièmement, j'ai été frappée par le niveau de clarté et de consensus concernant les solutions proposées au regard des défis qui se posent à nous. Et troisièmement, cela a été une source d'inspiration de vous entendre présenter les actions pratiques que nous pouvons mener maintenant. Nous avons besoin d'une action systémique, d'un changement systémique, mais nous voulons également utiliser l'ITIE et d'autres mécanismes tels que les mécanismes de diligence requise des entreprises afin d'adopter des solutions viable. À l'ITIE et avec nos partenaires, nous avons beaucoup à faire sur ce thème et entre maintenant et la conférence de l'ITIE mondiale qui aura lieu au Sénégal l'an prochain, nous allons travailler d'arrache-pied avec nos partenaires sur ces questions et je vous invite à consulter notre site pour voir les progrès que nous réalisons. Je vous remercie de votre temps. J'ai beaucoup apprécié les présentations et continuez à nous consulter sur ces thèmes. Merci beaucoup. Merci Maya. Merci. Au revoir. Thanks, everybody. Bye-bye. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Adios.